Je me suis toujours dit, ça c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, surtout quand à la fin on l'applaudit. Et quand il y a 800 personnes qui l'applaudissent, c'est que tout le monde a l'air tellement heureux de l'avoir regardé. Est-ce qu'il y a un rôle qui t'a un peu plus bousculé ? La timidité était quelque chose de terrible. Et donc la dépasser, c'était quelque chose comme, je sais pas, d'une libération extrême, quoi. Un doublage réussi, c'est un doublage qu'on n'entend pas. Donc il faut rentrer dans le visage du comédien, dans son émotion qui passe par l'œil, qu'on voit à l'œil, qui passe par la voix. Et nous, il faut qu'on soit en adéquation avec ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais absolument doubler et que tu n'as pas encore fait ? Je suis là pour gérer votre problème. J'ai un déjeuner chez Uber à 12h30 avec Ronald Harrison et j'exige que ces draps soient prêts en fin de journée. La plus épouvantable des accusations a été formulée contre vous. Maintenant tu sais qui est ton adversaire. Je ne suis pas l'élu. Nous leur prendrons tout ce qu'ils ont. Nous avons renoncé à une bonne vie depuis bien longtemps, mon ami. Désolé pour le bordel. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Parcours Authentique. Nouvelle interview, nouvel invité que je suis ravie de recevoir aujourd'hui. Jean-Pierre Michael, bienvenue chez moi. Eh bien, bienvenue. Merci Audrey de m'inviter. Et je suis ravie de te recevoir. Alors là, c'est assez exceptionnel. On a fait connaissance grâce à certaines interviews que tu as vues, que j'avais faites. Tu m'as écrit, je t'ai réécrit, on s'est connecté comme ça. Moi, j'adore ces connexions à l'improviste. Je t'ai rappelé, je t'ai dit, voilà, est-ce que ça t'intéresserait de faire partie de ce projet? Et tu m'as dit oui tout de suite. Donc, merci pour ça, déjà. D'abord, comment vas-tu? Mais très bien dans le froid à Paris. Dans le froid, ouais. Je sais pas si à Washington c'est la même chose, mais ici. Ouais, il commence à faire froid ici. Ouais, c'est idem. Non, mais sinon Super. tout va bien. Écoute, comme je disais avant, j'ai eu beaucoup de mal à retracer tout ce que tu as fait dans ta vie parce que là, il y a quand même beaucoup, c'est très fourni, c'est une filmographie qui est impressionnante, une carrière extrêmement riche, diversifiée. D'abord avec le théâtre, tu as commencé en 1987 jusqu'à maintenant. Et de ce que j'ai observé, c'est qu'il n'y a pas une année où tu n'as rien fait. Non, j'ai eu cette chance. C'est assez fou. C'était un de mes buts, entre guillemets, en faisant ce métier. J'ai toujours eu cette angoisse. Ouais. L'angoisse de me dire, il n'y a plus de travail, il faut que je fasse autre chose, c'est une horreur. Ce qui s'est passé un peu pendant la période du Covid, comme pour beaucoup de gens. Et j'ai eu cette chance, pour l'instant, d'avoir travaillé toute ma vie, tout le temps. Ce qui est un Oui, bonheur. parce que, alors, non seulement il y a le théâtre, mais il y a aussi la télévision, le cinéma. Tu as fait quand même énormément de choses en tant qu'acteur. Et par la suite, doubleur de voix. Donc, en fait, tu t'es diversifié finalement. Mais moi, je prends ce métier comme ça. C'est-à-dire, comédien, c'est pas juste faire du théâtre ou juste de la télé ou juste ceci ou cela. Moi, ce qui me plaît, c'est pour ça que j'ai fait ce métier, c'est ne jamais faire la même chose. C'est pas aller au bureau tous les jours. C'était ça qui m'angoissait dans ma vie, c'était de me dire, oh là là, chaque matin, prendre le métro, me retrouver avec les mêmes têtes, à la même machine à café, taper le même ordinateur, C'était insupportable d'envisager ça pour moi. Insupportable aussi d'être sous les ordres de quelqu'une qui devait me dire, il faut faire ci maintenant, hein. C'est pas très bien ce que t'as fait. Improbable. C'est dur quand on est artiste de se faire contrôler en fait finalement. On aime bien être assez libre. Pas possible, on a envie de créer, on a envie. Alors qu'ensuite, on travaille avec quelqu'un qui justement dit c'est vachement bien, mais ceci irait mieux dans ce sens-là ou dans ce sens-là. C'est ça qui est merveilleux. Et donc c'est pour ça que même en tant que comédien, je me suis jamais dit je ne vais faire que du théâtre, c'est ça ma passion et rien d'autre. J'ai voulu tester tout, la pub, le livre audio, le doublage, le ciné, la télé. J'ai pas fait l'animation de supermarché encore, mais Ça ne saurait tarder. non, pas trop. Ça, c'est pas le genre de truc qui m'excite vraiment. Mais voilà, et j'ai eu cette chance-là d'avoir eu ces opportunités-là et de découvrir chaque jour des nouvelles choses que je peux apporter et qui m'excitent, quoi. Ouais, super, on va en parler. Alors d'abord, mesdames, je ne sais pas si vous avez reconnu sa voix, je pense que oui. Puisque quand même, tu es la voix officielle de Brad Pitt, de doublage de Brad Pitt, mais pas que, il y a aussi Keanu Reeves, Damien Lewis, l'acteur britannique, Brendan Fraser, Ben Affleck aussi, enfin ça c'est pour en citer quelques-uns, mais il y en a eu aussi bien d'autres, hein, parce que ça fait presque plus de 20 ans que tu fais du doublage de voix. Ah, c'est gentil ça, mais je sais même plus compter, ça fait plus de 30 ans, ouais, à mon avis. 30 ans.
Bah oui, parce que Aïe, aïe, j'ai aïe. dû commencer ça en 98. Ouais, 25 ans. 25 ans. 25 ans. Alors, on va retracer ton parcours depuis le début. Hein. Comment tu as commencé le théâtre en fait? Est-ce que c'est quelque chose que tu voulais faire depuis tout petit ou c'est venu plus tard? Alors, c'est une histoire de famille. Mon D'accord. père était comédien et donc toute ma vie, depuis l'enfance, j'ai été bercé par ce rythme-là, c'est-à-dire mon père qui part le soir, qui va au théâtre. Ouais. Le matin, je le vois pas parce qu'il dort jusqu'à 11 heures après avoir être rentré à je sais pas quelle heure après le théâtre, etc. Et tout ça m'a toujours posé question, fasciné. Et ensuite, vers l'âge de 7-8 ans, j'ai commencé à aller le voir sur scène et à découvrir cette atmosphère si particulière d'un théâtre. De ces gens qui se regroupent pour voir un spectacle, qui sont silencieux, qui sont attentifs. Et mon père, entre autres, sur scène, en train de jouer des choses, des rôles que je ne lui connaissais pas. Moi, je connaissais le père à la maison, mais je connaissais pas le chevalier machin, le monsieur untel, etc. Et ça m'a fasciné, ça m'a interrogé, ça m'a bousculé. Et je me suis toujours dit, ça c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, surtout quand à la fin, on l'applaudit. Et quand il y a Ouais. 800 personnes qui l'applaudissent, c'est que tout le monde a l'air tellement heureux de l'avoir regardé. Donc pour l'ego, un truc extrêmement satisfaisant. Donc j'ai trouvé ça quand même assez merveilleux. C'est l'époque aussi des spectacles d'enfants. Tu as des enfants, donc tu sais, on y va à cet âge-là, entre 7 et 10 ans, on va voir leur petit spectacle de fin d'année, leurs petites choses comme ça. Et il se trouve que j'avais fait un spectacle et je me suis senti dans ce spectacle en entendant le rire des gens, en entendant les réactions, mes camarades, j'ai senti une sorte de bonheur intérieur extraordinaire qui m'a marqué à vie. Et je me suis dit, mais ça, cette sensation-là, ce plaisir, Cette émotion. cette émotion, ce bouleversement, Mhm. parce que c'est de l'ordre du bouleversement. C'est pas anodin de rentrer sur scène et d'être regardé par plein de gens. Oui. Ça fout un trac dingue. Mais Ouais. c'est aussi galvanisant, excitant. Enfin bref, les superlatifs ne manquent pas. Les gens qui ont testé le théâtre, qui sont montés sur scène, savent ce que c'est, le ressentent, l'ont déjà vécu. Et donc voilà, j'ai toujours cherché ça après. Et j'ai toujours essayé de retrouver, comme une dose de drogue, Ouais. cette sensation-là. La connexion avec le public aussi, Ouais, parce qu'il y a une proximité quand même au théâtre avec, ouais. avec le public. Et surtout, je crois que c'était plus personnel, c'était le besoin de sortir de moi. J'ai toujours été un immense timide enfant. Mm. Je m'excusais de vivre un peu partout, j'avais peur de tout, je n'osais pas adresser la parole, je n'osais pas dire ce qui me préoccupait ou quoi que ce soit. Donc j'étais un enfant sage, vivant et bien dans mes pompes, hein, mais la timidité était quelque chose de terrible. Et donc la dépasser, c'était quelque chose comme, je sais pas, d'une libération extrême, quoi. Et ça, je l'ai vécu justement à cette époque-là sur scène. Et je me suis dit, il faut que ça va m'aider aussi là-dedans, quoi. Quand t'es ado, tu te dis, il Ouais. faut que j'arrive à ça, ne serait-ce que pour pouvoir adresser la parole aux filles, à ceci, à cela. C'est très bloquant, la timidité. Et Oui, donc voilà, j'ai c'est travaillé là-dessus grâce à ça. parce que du coup aussi tu interprètes des rôles, donc c'est pas Oui, forcément toi que tu. absolument. C'est des masques. Voilà, c'est ça. Donc en fait, ça t'a aidé, porter un Ouais, masque t'a aidé à te libérer à l'intérieur de toi. C'est quand même assez, absolument. Tu peux assez mettre le masque de quelqu'un qui n'est pas toi, donc on ne peut pas te critiquer, on ne peut pas te remettre en question ou quoi que ce soit. bien sûr. Mais les gens peuvent aimer ce masque, et en aimant ce masque, indirectement, ils t'aiment toi. Donc tu as en plus cette reconnaissance plutôt extrêmement agréable du public là-dessus. Est-ce qu'il y a un rôle qui t'a un peu plus sur scène, bousculé? Il y en a plusieurs parce que j'ai eu la chance d'en faire beaucoup, mais il y en a un que j'ai eu un grand bonheur à jouer qui s'appelait, le personnage s'appelait Septimus. C'était dans Arcadia de Tom Stoppard qu'on avait joué au Vieux Colombier quand j'étais à la Comédie Française. Et c'est une pièce magnifique, Arcadia, qui se passe entre deux époques, entre notre époque
et le XVIIe ou le XVIIIe siècle, à l'époque de Byron et tout ça. Et donc je jouais un des personnages qui était le précepteur d'une jeune fille au XVIIe siècle. Et c'était extrêmement moderne dans l'écriture, mais en même temps sulfureux sur le précepteur qui était à peine plus âgé que son élève, et elle était amoureuse de lui. Enfin bref, il y avait tout un échange qui était magnifiquement écrit là-dedans. Et j'ai pris un grand plaisir à jouer ce personnage-là. Pourquoi ça t'a bousculé à ce point-là, ce personnage? Parce que j'avais l'âge du rôle, exactement. À ce moment-là, je devais avoir 24 ans, 25 ans. J'étais bien dedans, je me sentais super bien dedans. La pièce était magnifique, je sentais que le public était avec nous suivait complètement. La mise en scène était magnifique de Philippe Adrien. C'était une belle aventure, une très belle aventure. Donc voilà, ça c'est un beau souvenir de théâtre. Qu'est-ce qui t'a amené en fait après au côté plus acteur à la télévision ou dans le cinéma? Tu as aimé ça, tu nous l'as dit, tu as aimé la diversité, mais est-ce que tu as ressenti plus un besoin d'essayer ça plus que le théâtre, ou t'en avais un peu marre du théâtre, tu avais envie d'essayer ça? C'est ça, exactement en suivant ce que je viens de te dire. Ouais. La comédie française, j'y suis resté 17 ans. Ouais. J'y suis rentré en sortant du conservatoire, directement. J'ai même pas fini le conservatoire, je suis rentré en 2e année. Et donc j'ai vécu toute mon enfance, entre guillemets, de comédien, c'est-à-dire de l'âge de 20 ans à 35 ou 36 ans, enfermé au théâtre, tous les soirs. J'ai eu mes enfants, mais je les voyais pas le soir. J'étais sur scène, les 31 décembre, le Noël, tout. Ça m'a pris beaucoup. J'ai appris énormément, j'ai pris du plaisir et tout, mais ça m'a pris énormément d'une vie aussi que je ne choisissais plus, que je ne pouvais plus diriger, et j'avais besoin d'air. J'avais besoin de changer, de la même façon que je te disais que si je suis comédien, c'est aussi pour faire ça, et je sentais que ne faire que du théâtre, ça devenait d'une certaine façon sclérosant, même si j'avais la chance d'être à la Comédie Française, de jouer avec les plus grands metteurs en scène dans des conditions absolument magnifiques de production et tout ça. Je me suis retrouvé à me dire, j'irais bien tourner, sentir le vent sur mon visage au moment où je joue, entendre des bruits de clochers dans le fond, la vie, quoi. Essayer de jouer dans la vie plutôt que dans une vie reconstruite sur une scène. Parce que ça, c'est magnifique, mais l'autre moment, il me manque un truc là-dessus. Et donc, voilà, à un moment, il a fallu choisir, parce que faire les deux en même temps, c'est très compliqué. On est un peu tenu par contrat de travailler avec le français, et donc les congés n'existent pas. Donc pendant longtemps, j'ai pu faire du doublage dans la matinée, dans l'après-midi un peu. Comme c'était à Paris, ça ne changeait pas. Et puis le soir, j'étais sur scène ou en répétition l'après-midi. Mais au bout d'un moment, j'avais besoin d'autre chose. Et j'ai pu profiter ensuite justement de sortir et de vivre ce qui me manquait. C'est quand même très différent, puisque quand tu tournes un film ou un téléfilm ou une série, il y a pas cette proximité avec le public. Hein. C'est quand même un peu plus... C'est totalement autre chose. C'est quoi la différence? C'est ça, c'est que le théâtre, à 8h30, le rideau s'ouvre, il ne peut pas se refermer. Oui. Tu pars en scène, tu sais que tu en as pour 1h30, 2h, 2h30, et que personne t'arrêtera. Et que si ça s'arrête, c'est qu'il y a un problème. Donc c'est excitant, c'est dangereux, c'est aller marcher sur un fil chaque jour en se disant bon ben voilà, je maîtrise, je suis là, j'ai tout 800 personnes qui sont venues auxquelles j'impose le silence pendant 2 heures, qui m'écoutent. Mais c'est une discipline, c'est vraiment comme le chant, comme l'opéra, comme la danse. Ouais, c'est un truc de mineur de fond, quoi, quelque chose de marathonien. Le cinéma et la télé a quelque chose de beaucoup plus immédiat. C'est-à-dire que le théâtre, tu y retournes chaque jour, tu redis le même texte chaque jour, tu rejoues la même chose chaque jour. Alors tu trouves des motivations pour ça, tu progresses. C'est ce que j'aime aussi. C'est que tout d'un coup, tu te dis, waouh, là, aujourd'hui, ce soir, j'ai été meilleur parce que j'ai trouvé ce petit truc. Et demain, j'essaierai ça, etc., etc. C'est ce qui fait vivre un rôle, c'est ce qui fait vivre. Le cinéma, c'est l'immédiateté. C'est que t'as pas le droit de te planter, ou t'as le droit de te planter parce que tu peux le refaire juste après. Mais après, c'est fini. Ça n'existera plus, ça. Tu l'as appris juste pour les 5 minutes où tu vas le jouer. Et après, il restera jamais sur une pellicule, mais tu n'auras plus jamais à le ressortir de ta bouche, quoi. Donc c'est autre chose, c'est une philosophie différente. Est-ce qu'il y a un rôle au cinéma qui t'a appris une leçon dans ta vie d'homme? Dans les films que j'ai tournés, non, parce que j'ai pas eu la chance de faire des choses suffisamment personnelles ou fragiles. J'ai fait beaucoup de polars, beaucoup de choses comme ça, où tu es dans un style, quoi, dans quelque chose comme ça. Par contre, beaucoup plus dans le doublage. Ouais, il y a des choses qui m'ont
qui m'ont bouleversé parce que j'ai eu la chance de prêter ma voix à des grands comédiens dans de grands films et donc de vivre, de faire partie un peu d'aventures uniques qui marquent encore les gens aujourd'hui. Donc ça c'est très important pour moi. Ça m'a appris énormément de choses en effet personnellement. Est-ce que tu pourrais nous dire quel film en particulier, quel rôle en particulier où là il y a eu un truc qui s'est passé? Il y a un film, je ne sais pas si tu l'avais vu, mais qui m'a... Enfin, il y en a deux même avec Brad Pitt qui m'ont beaucoup bouleversé. Il y avait La vie de Benjamin Button, où tu sais, il vit sa vie à l'envers. Il naît vieillard et il meurt bébé. Et ça retrace toute sa vie, son parcours d'homme, ses amours, ses guerres, son métier, ses métiers, voilà, une vie d'homme, quoi. Et ça, je trouve que c'était beau parce que ça raconte beaucoup de choses et surtout, il était amoureux d'une femme qui, elle, vivait dans un sens normal, donc ils ne se croisent que pendant une période de leur vie au même âge, en fait. Et ça pose beaucoup de choses, beaucoup de questions là-dessus. Donc j'avais trouvé ça assez bouleversant, ce film. Et l'autre, c'était Meet Joe Black. Superbe film. Ouais, magnifique film avec Anthony Hopkins. Oui. La mort. C'est moi. Je ne vois qu'un gamin dans un beau costume. Le costume, je l'ai pris avec le corps. Puis-je te demander ton opinion? On ne remarque rien. Brad Pitt est au sommet de sa beauté dans ce film. Et il joue le rôle de la mort. De la mort qui s'incarne pour découvrir l'humanité. Ce que c'est qu'être humain, les sentiments humains. Pourquoi on est comme ça, etc. Et donc ça aussi, ça a l'air d'être un blockbuster, mais ça va beaucoup plus loin que ça dans ce que ça raconte. Et en les doublant, ces films, j'ai la chance de rester avec eux beaucoup plus longtemps qu'un spectateur lambda qui reste 1h30 devant. Moi, je l'accompagne pendant plusieurs heures sur chaque réplique, sur chaque chose. Et donc, je m'imprègne beaucoup plus de ce qui se dit, de ce qui se joue, des émotions. Je suis obligé de rentrer dedans comme eux le font. Et ça, c'était un film aussi qui m'a beaucoup bouleversé et que j'ai adoré faire. Ouais. Alors, on va revenir sur ce métier de doubleur. Bon, moi, j'ai doublé 5 films quand même. Bravo. Ouais. Je sais ce que c'est. Dans mes métiers artistiques, je me suis essayée au doublage. Et honnêtement, je l'avais dit dans une interview avec Jean-Michel Vaubien, que tu connais bien, qui est plus spécialisé dans les voix de Disney. C'est la chose artistique la plus difficile que j'ai eu à faire. Parce que je crois qu'on se rend pas compte des paramètres, de tous les paramètres qu'il faut prendre ensemble. C'est pas seulement lire une phrase qui arrive, puisqu'il y a un espèce de prompteur avec une barre, et puis tu dois être en rythme. Comme un karaoké sur la technique. Vous voyez, quand on les prend à part, elles sont nulles à chier, elles servent à rien. Mais quand on les fout ensemble, on a les putains de Spice Girls. T'es tout seul en face de ton écran, et puis tu dois jouer, ressentir ce que la personne joue au moment où elle le joue, et en plus tu dois suivre un rythme de phrase. C'est dingue. J'ai trouvé ça d'une complexité. Alors maintenant, c'est pour toi c'est facile, ça doit être facile. Je sais pas d'ailleurs, c'est plus facile avec le temps ou il y a quand même cette pression? Ah non, c'est totalement naturel pour moi aujourd'hui. Je ne me pose même pas une question dessus. C'est ça. Est-ce que tu dois vraiment te mettre dans l'émotion de l'acteur à ce moment-là? Comment tu fais en fait pour te mettre dans se mettre dans l'émotion, pour moi, ça veut pas dire grand-chose en tant que comédien. C'est faire une émotion, jouer une émotion. Jamais, tout d'un coup, je vais me ressentir comme si j'étais au bord du suicide. Jamais, je vais me ressentir comme si j'avais envie de tuer ma fille. Jamais, je vais me ressentir à l'intérieur comme si j'étais dans la haine du monde entier, etc. On joue, heureusement. Alors, il y a des acteurs qui disent toujours « Moi, j'arrive pas à sortir du rôle, c'est tellement... J'étais très loin. » Non, faut arrêter. On prend des cours de théâtre et on est des enfants et on est encore en train de jouer comme on jouait à la maternelle et c'est ça qu'on recherche. C'est exactement la même chose, c'est ce plaisir uniquement ludique des choses. Et on dirait que je suis le chef et que toi, c'est ça ce qu'on fait. Ni plus ni moins. Et c'est ce qu'on a cette chance de pouvoir faire et de gagner notre vie avec. Donc, je joue ces émotions comme eux les jouent. C'est-à-dire, j'essaie de me rapprocher au plus près parce qu'il faut être le plus honnête possible et surtout le plus fidèle possible. Que les gens ne se disent pas tout d'un coup, il y a un truc étrange entre l'image et ce que j'entends. Il faut que ça soit transparent. Un doublage réussi, c'est un doublage qu'on n'entend pas.
C'est un Oui. doublage qui ne pose aucune question, où on se dit pas tout d'un coup qu'est-ce qu'il a dit, pourquoi il... Rien. On sent, c'est fluide, c'est naturel, comme si c'était l'acteur qui le faisait. Donc il faut rentrer dans le visage du comédien, dans son émotion qui passe par l'œil, qu'on voit à l'œil, qui passe par la voix. Et nous, il faut qu'on soit en adéquation avec ça. Je t'aime maintenant. Je t'aime pour l'éternité. C'est-à-dire que jamais, après voilà, une séance de travail, toute une journée où tu as doublé un film, jamais tu es rentré chez toi en te disant Ah bah si, bien sûr, parce que il y a des films qui sont lourds, il y a des films violents, par exemple, il y a des films où tu hurles pendant toute une journée parce que tu es dans une guerre et tout. Lui, il l'a fait sur 2 mois et demi, son film. Mais là, toi, tu fais tout. Et physiquement, c'est éprouvant. Le doublage est une technique extrêmement éprouvante parce que tout ce que vous voyez à l'écran, tous les sentiments, les films d'action, les scènes d'amour, tout ce qui se passe, nous, on est bloqué sur 1 mètre carré face à un micro, mais on doit faire la même chose dans une énergie qui doit être la même que ceux qu'ils ont quand ils tapent des choses, quand ils sont en train de courir, quand ils sont en train de se taper, de parler, de hurler. Donc voilà, on est dans la même dynamique, entre guillemets. Et forcément, c'est physique. Tu peux pas être en dessous. Hector! 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 de pleurer aussi. De pleurer aussi, bien sûr, oui, bien sûr. Donc tu vas jusqu'au bout. S'il est en larmes, s'il est en train d'être déchiré, ben tu vas jusqu'au bout. Tu chiales et tu vas jusqu'au bout. Harry! Soyez heureux. Harry, non! Je vous aime. Non, Harry, je t'aime, Harry! Non, écoute-moi! Écoute-moi, Adieu, fais fils. ça, c'est pas possible, c'est pas possible! Non, on fait pas ça! Harry! Tu fais semblant, mais tu y es. Il faut que ça soit vrai, il faut que ça soit crédible. Comme quand tu vas faire à 14 ans, mais maman, tu peux pas faire ça, je veux voir. C'est la même chose. Comme tu fake à ce moment-là, tu le fake, mais tu vas tellement loin dans ta sincérité que t'es réel. Attends, je vais te demander de me faire un truc de Brad Pitt après. D'ailleurs, Brad Pitt, j'ai vu que tu avais doublé quand même presque plus d'une trentaine de films. Il y a quand même une connexion particulière avec cet acteur. Il y a quand même quelque chose en plus que les autres. Bah, oui, de mon côté, lui, il s'en fout, il me connaît pas, mais moi, j'ai une petite tendresse pour lui. Je le connais depuis quand même longtemps, ouais, depuis 97, un truc comme ça. Donc, je l'ai vu grandir, on a grandi ensemble, on a vieilli ensemble. Et j'ai vu son parcours, les choix qu'il a fait. Et ouais, je suis assez admiratif du bonhomme, de son talent et de ce qu'il fait, de ses choix, de son parcours. Ouais. T'aimerais le rencontrer un jour? Mais oui, j'adorerais. La dernière fois, j'étais à l'avant-première de Babylone, au Grand Rex. Il était là, et il était à 4 mètres de moi, hein, mais il y avait des vigiles. Et non, monsieur, bougez, s'il vous plaît, non. Attends, t'as pas dit, attendez, je suis sa voix française. T'as jamais utilisé d'ailleurs cette voix pour booker un restaurant? Cette voix, soyons très clairs, c'est ma voix. Ça n'est pas la sienne. Ah. Donc, je ne fais rien de spécial et je ne joue rien de spécial parce que c'est Brad Pitt. C'est la même que la mienne et elle n'est pas trafiquée ou quoi que ce soit. Donc, il y a des gens qui sont particulièrement sensibles aux voix, qui me reconnaissent tout de suite. Et il y en a qui me reconnaissent pour Keanu Reeves, d'autres pour Brad Pitt, d'autres pour Butcher dans The Boys, etc., etc. Il n'y a pas de règles et il y en a d'autres qui percutent absolument pas. Tu sens que les gens sont impressionnés ou pas par ta voix? C'est une voix particulière quand même. C'est une voix que tu as utilisée aussi pour la radio, j'ai vu. Oui, j'ai fait les voix antennes de Virgin pendant quelques années. Mais on est employé pour ça et j'adore ça, de faire des choses. Ma voix, elle est pas, enfin, elle est sûrement aujourd'hui travaillée parce qu'elle a été éprouvée sur scène pendant 17 ans et encore aujourd'hui. Et que donc, sur scène, t'es obligé de la travailler, de la forcer, de la muscler. Donc c'est un muscle aujourd'hui, c'est un organe comme un chanteur, comme un sportif qui a des muscles un peu différents, quoi. Donc voilà. Mais c'est ma voix, je l'ai pas trafiquée ou construite d'une façon ou d'une autre. J'ai eu un souvenir très précis. Moi, quand j'étais ado, vers 10, 11 ans, 11, 12 ans même, j'adorais la télé comme tout le monde et je regardais des séries et j'étais fasciné déjà par le doublage. J'étais fasciné par les voix.
parce que j'entendais en me disant putain mais ça me fait rêver cette voix, si il est français, si je le rencontrais. Et à l'époque il n'y avait pas internet, il n'y avait pas de moyen de savoir qui faisait quoi, etc. Mais je me souviens que je m'étais dit souvent oh là là, qu'est-ce que j'aimerais faire ça. J'aimerais que ma voix devienne un vecteur d'émotion, devienne un vecteur où les gens puissent ressentir quelque chose. Et donc ça, c'est ma petite réussite, parce que je sais aujourd'hui en le voyant comme je viens de passer une génération. Mes enfants, j'ai des grands-enfants, j'ai des plus petits-enfants. Donc, je sais que maintenant, j'ai accompagné des enfants depuis leur enfance, avec ma voix jusqu'à aujourd'hui où ils sont adultes, et je les rencontre, ces gens-là. Et je vois leur émotion parce que ça les bouleverse, ça les transporte. Ça les a accompagnés dans des souvenirs, à travers des jeux qu'ils ont fait, des jeux vidéo, parce que je fais aussi des jeux vidéo, à travers des séries qu'ils ont regardées, qui les a fascinés comme moi à l'époque, etc. Donc ça, c'est le plaisir qu'on a, et c'est ce qui reste bizarrement beaucoup plus que tout le théâtre que j'ai pu faire et que j'ai pu manger chaque soir. Je sais que c'est ça qui restera plus. Donc tu es fier de ton parcours? Bien sûr, extrêmement fier. J'aurais jamais espéré faire ça, mais je le réalise pas en même temps. Je me regarde pas en disant oh c'est bien quand même. Oh, je le vois pas. J'ai des gens qui mettent des trucs sur ma page Wikipédia maintenant qui fait 10 mètres de long. Jamais j'ai mis un truc là-dessus, moi. Mais oui, j'ai jamais rien mis là-dessus, et je sais qu'il y a des gens qui rajoutent tout ce que je fais. Je dis, ah, j'ai fait ça. Ah putain, mais c'est vrai. Oh là là, et je me souviens même pas de certaines choses comme ça que je redécouvre, parce que c'est ça le but pour moi, c'est demain je fais tel truc et après c'est fini, on passe à autre chose. Hop. D'accord, ouais, tu restes pas là-dessus. Non. Est-ce que dans un coin de ta tête, t'aurais aimé faire quelque chose d'autre? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui t'aurait passionné? Un autre métier? Oui. Oui, j'aurais adoré être chanteur. D'accord. Mais chanteur, tu vois, à l'époque j'avais un groupe quand j'étais ado, et ça j'aurais adoré. J'aurais adoré être Mick Jagger. Et pourquoi t'as pas fait? Pourquoi t'as pas pris des cours de chant? Alors, c'est parce qu'il n'a pas pris de cours de chant lui-même, donc je n'en avais pas besoin, hors de question. Mais c'est surtout parce que ça n'intéressait absolument personne, et que écrire nos 3 pauvres chansons dans notre cave à jouer comme ça, bon ben ça va, on a vite fait le tour, et j'ai vu qu'il fallait que je laisse la place à quelqu'un d'autre. C'est intéressant parce que c'est encore un métier artistique, et c'est encore un métier où on va aller chercher l'émotion de l'autre. Tu vois, donc tu as vraiment ce truc qui te tient à cœur d'aller chercher l'émotion chez la personne. Alors, je pourrais te dire que j'ai aussi rêvé d'être comptable, mais ça serait pas vrai. Ça m'est jamais venu à l'idée. Ouais, je crois que quand on est artiste, on le sait, on a ça au fond de nous, et on sait que de toute façon, moi j'avais dit à mes parents, vous allez jamais me retrouver derrière un bureau à faire un job de 8 heures jusqu'à 5 heures. Ça, c'est hors de question pour moi. Mais ça, c'est une chose de le dire, mais tu sais pas si les gens t'attendent. Enfin, personne va te dire, mais viens, bien sûr, tu es artiste. Mais ça n'existe pas. Donc moi, quand je me suis dit ça, je me suis dit, il va falloir que je mange à un moment quand même, parce que mes parents, ils sont pas là tout le temps. Donc il va falloir que je trouve déjà une validation. Oui. Tu vois, j'abandonne ces études-là, d'accord, mais il faut quand même que je me retrouve. Je veux pas justement me retrouver à faire n'importe quoi. Donc à un moment, il va falloir que je trouve un biais de quelque chose qui m'intéresse. Et donc je m'étais donné des défis. Oui. Je me suis dit 2 ans pour avoir un concours, un truc qui puisse me dire bon, t'es sur la bonne voie, c'est valable. Et je suis rentré, donc j'ai commencé mes cours privés, et je me suis dit je vais passer la classe libre de chez Florent. Classe libre qui me permettait surtout de plus payer mes cours, parce que c'est le truc merveilleux chez Florent, c'est qu'ils te disent on vous offre 2 ans de cours gratuits si vous avez ce concours, et c'est tous les autres élèves qui payent leurs cours qui en fait payent les vôtres. Et je trouvais ça génial. Et je l'ai eu. Et donc je me suis dit génial. Donc ça prouve que je peux être un peu au niveau quand même des meilleurs, entre guillemets, même si ça voulait rien dire à l'époque, mais reconnu en tout cas comme étant apte à faire ce métier. Donc après je me suis dit ok, un autre. Et ensuite j'ai fait le conservatoire. Est-ce que je l'aurais ou pas? Je me suis planté une fois. 2e année je l'ai eu. Boum. 3 ans de cours gratuits encore, génial, j'apprends, je travaille, etc. C'est fou, ouais, c'est dingue ça. Et donc, pendant ce temps-là, j'avais dit à mon père que j'avais abandonné la fac et tout ça, que j'étais au cons, il n'a pas beaucoup aimé, mais j'ai continué. Et ensuite, je suis rentré au français, en même temps, pendant le conservatoire. Donc, je me suis dit, c'est bon, maintenant, je suis validé, quoi. Mais j'ai eu un syndrome de l'imposteur comme ça pendant un certain temps, quoi, de me dire, est-ce que je suis vraiment apte à faire ce métier? Est-ce qu'on va vraiment vouloir de moi dans ce métier? Et il y a que une bataille intérieure quand même, parce que là, tu viens de le dire, est-ce que j'ai le syndrome de l'imposteur, mais en même temps, je continue. J'y vais encore, allez. Je me suis fait valider par l'autre. C'est à ce moment-là, il me dit, t'inquiète,
T'es pas un imposteur, pas encore, pas suffisamment. Donc t'es au niveau. Ok, on continue. Mais il m'a fallu ça et je l'ai eu pendant longtemps. Et à chaque spectacle, je me dis, je remets tout à zéro, quoi. Est-ce que je vais être à la hauteur du rôle? Est-ce que les gens vont aimer ce que je fais? Etc. Encore maintenant? Mais bien sûr. Aujourd'hui, beaucoup moins. Déjà parce que je suis plus près de la fin que du début et que ça me pose moins de problèmes. Mais je l'ai eu pendant très longtemps, oui, bien sûr. C'est fou ça. Et du coup, est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière, dans ton parcours où tu as voulu abandonner? Ce métier? Tu as toujours eu cette envie? Ah ouais. Mais c'est surtout que j'ai pas envie de faire autre chose. Donc, alors, j'avais pris des cours de pilotage. J'adorais l'avion, me piloter des avions, tout. Je m'étais dit, ah bah je vais être pilote. N'importe quoi. Des trucs de taré, quoi. De me dire tout d'un coup, ah je vais faire pilote. Alors que t'es bien, t'es sur scène et tout, et tu veux dire je vais faire pilote et conduire des gens dans un avion. Attends, non mais n'importe quoi. Donc ça me sort très vite ce genre d'idée. Mais je me dis toujours, il faut que t'aies un plan B, il faut que t'aies un truc pour faire autre chose si jamais ça marche pas ou si ça marche plus. Donc c'est pour ça, je suis un grand angoissé du travail et de la vie et c'est pour ça que je travaille et que j'ai cette chance-là tout le temps et que je l'ai tout le temps cherché. T'as des passions? Oui, bien sûr. Tu t'arrives à couper quand même, à faire d'autres choses. Ouais. Tu bosses beaucoup en fait. Je bosse beaucoup, mais alors justement, j'ai eu 2 enfants d'une première union et 2 autres ensuite, donc ils ont une grande différence d'âge. Et les 2 premiers, j'étais au français tout le temps, donc je les voyais moins, j'ai moins pu être là avec eux le soir, etc. Depuis, je profite beaucoup plus de mes enfants, de mes dernières, et par exemple, toutes les vacances scolaires, j'essaye de protéger. J'essaye de casser, de dire, j'ai cette chance de pouvoir choisir en fait ce que je fais. Donc là, c'est la Toussaint, pendant une semaine, je bosse plus, quoi qu'il arrive. Je dis non, je suis pas là, etc. Je me barre avec elle, tranquille. J'ai cette chance-là. Ce luxe que tu t'autorises aussi, parce que comme tu disais... Ah absolument, et auquel je tiens et qui m'est nécessaire même à moi, parce que c'est épuisant quand même quand tu fais du studio toute la journée, quand tu es à Paris en permanence, à droite à gauche, à chercher des trucs, à travailler à droite à gauche, au théâtre le soir et tout. T'as un moment, t'as besoin de respirer, quoi, de faire autre chose. Et donc c'est bien d'avoir ce luxe-là. Il y a des gens qui l'ont pas, j'en profite. Je vais te demander de nous faire un petit extrait d'une séquence où tu doubles Brad Pitt, un truc, tu vois, hyper connu, où je sais pas, où tu dois mettre un petit peu de la voix, quoi, tu vois. Encore une fois, je viens de te faire Brad Pitt, là, déjà pendant 3/4 d'heure. Je ne sais pas depuis combien de temps on enregistre. 36 minutes. Non, mais t'as pas une réplique, là, de Brad Pitt? Non, j'en ai pas. J'en ai une de Keanu Reeves que je ressors à tout le temps parce que c'est un truc mythique. Vas-y. Morpheus. Je ne suis pas l'élu. Morpheus s'est sacrifié parce qu'il pensait que je suis ce que je ne suis pas. Quoi? Je ne suis pas l'élu, Trinity. L'oracle me l'a aussi révélé. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais transmettre à des jeunes artistes, tu vois, qui débutent dans ce métier? Absolument. Ne perdez pas de temps. Si vous voyez qu'il se passe rien, si vous voyez que les choses se mettent pas en place toutes seules, faites autre chose. Ouais. Ne vous faites pas du mal. Moi, je connais trop de gens qui ont rêvé de ce métier, qui ont attendu et qui attendent encore. Ils se retrouvent à 50 balais dans des chambres de bonne, au RSA. C'est pas une vie. Il y a tellement d'autres choses à faire dans le monde, dans la vie, dans une vie professionnelle que vous pouvez inventer. Le problème, c'est souvent quand on sort de cours au collège, au lycée, on n'a aucune notion de ce qui existe dans le monde, aucune notion des métiers qui peuvent exister. En général, il y a des signes. La vie est plutôt bien faite et les choses sont plutôt bien faites. Il y a toujours, si vous êtes sur la bonne voie, des signes qui vous emmèneront à l'étape d'après, petit à petit, petit à petit. Et si vous n'êtes pas sur la bonne voie, de la même façon, vous aurez toujours une merde au dernier moment, un truc qui va s'annuler, un rendez-vous qui se fera pas. Et là, il faut pas résister, il faut se laisser aller, il faut laisser faire le fluide de la vie, il faut laisser faire ce flow général. Ouais, c'est intéressant parce que je dis souvent le côté beau, paillettes de la télé, on a envie de faire ça, ça fait rêver, tu vois. Mais la réalité des choses, c'est que c'est aussi beaucoup de travail. Il y a du talent aussi, il faut avoir ce talent peut-être, tu vois, parce que tu dis tu le travailles, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit côté aussi, tu vois, avoir le petit truc en plus qui Alors fait le plus grand talent de ce métier, c'est la chance. La chance. Et la chance, c'est celle dont je viens de parler. C'est les rencontres, c'est les signes, c'est les gens que tu vas voir, les gens qui vont te demander tout d'un coup pour faire ceci ou cela. Ça, c'est le talent de ce métier. Le vrai talent, c'est 10%, le travail, c'est 40%, et les 50 autres pourcents, c'est la chance. Et sans la chance, il se passera rien.
T'auras beau l'impression d'être le meilleur du monde, tout le monde te dit ouais, t'es trop bien, pourquoi tu travailles pas? Ben non, c'est que c'est pas pour toi. Mais par contre, ce que tu fais ou ce talent-là, tu peux l'appliquer sur autre chose, tu peux le découvrir sur autre chose, tu peux aller t'occuper d'un truc qui va t'exciter, tu peux devenir dans une branche parallèle même de ce métier, de faire autre chose tout d'un coup, d'être agent, de rencontrer les gens différemment, de produire, il y a 10 000 choses qui existent. Tout d'un coup, tu peux aussi te découvrir, mais c'est moi mon truc, c'est soigneur pour animaux, mais en fait. Et j'avais même pas pensé à ça, alors que tout d'un coup, j'adore me retrouver dans une forêt. Donc la vie, elle t'y emmènera, mais il faut l'écouter. Il faut pas se fermer les oreilles. Est-ce que tu as encore des rêves, des projets, toi? Bien sûr, bien sûr. Savoir? Des projets, c'est aussi le problème de notre métier, c'est on fait rarement les choses nous-mêmes, on crée rarement les choses nous-mêmes. C'est-à-dire que moi, je suis pas auteur, malheureusement. Je suis pas metteur en scène et je crée pas des choses comme ça. Donc, je suis un peu dépendant de l'envie et du désir des autres. C'est la violence de ce métier aussi, c'est que ce désir et cette envie disparaissent aussi vite qu'ils arrivent. Donc, mais mes rêves, c'est ça, c'est que d'autres projets naissent, que je me retrouve sur des aventures heureuses comme ça, que ce soit sur scène, que ce soit sur un film, sur des choses comme ça, ou que tout d'un coup, d'autres rencontres m'amènent à d'autres choses. Je suis ouvert totalement à tout. Donc c'est ça qui est merveilleux. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais absolument doubler et que tu n'as pas encore fait? Non. Non. Aujourd'hui, non. Je suis très bien avec les acteurs que je double. En plus, c'est très étonnant. Je suis tombé sur une époque bénie du cinéma quand même, les années 2000. Toute cette génération d'acteurs, DiCaprio, Brad Pitt, Clooney, tous ceux qui étaient là à cette époque, qui sont encore là aujourd'hui. Il y en a plus des stars comme ça. Oui, c'est vrai. Mais non, il y a plus de grosses stars. Il y a Timothée Chalamet, mais bon, c'est pas une star. Enfin, c'est pas la même chose. C'est pas le même aura qu'à l'époque. Voilà, on sent plus le même charisme en fait. Non. Ces personnes-là. Et à l'époque, il y a vraiment eu une génération bénie de Keanu Reeves, tout ça, tous ces gens-là qui ont vieilli et qui sont encore avec nous aujourd'hui et qui sont encore dans la A-list 35 ans après, quoi. C'est énorme, énorme. Donc j'ai été gâté. Je peux pas vouloir autre chose. Et je fais en même temps plein de comédiens que je découvre dans des séries ou dans des trucs comme ça. Je ne fais pas que les comédiens que je double depuis 30 ans. Hein. Donc c'est ça aussi ma chance, c'est que j'en découvre d'autres régulièrement. T'arrives encore à t'émerveiller? Ah ouais. Oui. Ah ouais. Moi, j'apprends, mais tellement tous les jours. Ces comédiens-là, alors en plus, franchement, je crois que le système anglo-saxon de l'apprentissage et de l'acting est très supérieur au nôtre. Vraiment très supérieur. Ouais. Et je le vois et je le découvre parce que même les jeunes comédiens, quand je vois le niveau qu'ils ont par rapport à nous, quoi. Non seulement... T'apprends la technicité, non? Mais oui, j'apprends les nuances, j'apprends le jeu. Moi, en doublant ces comédiens-là, ça m'apprend énormément. À chaque fois, je les vois faire et je dis « Waouh, ah ouais, il fait cette rupture-là, il peut changer le truc, il passe par-dessous, il dit un autre mot par-dessus l'autre, etc. Il fait un double sentiment, un machin. » Et ça me passionne parce que ensuite, moi, je peux le faire. Et je l'utilise sur scène, je l'utilise maintenant dans les films que je tourne pour moi. Et j'apprends et ça m'a formé aussi à plein d'autres choses. Donc, bien sûr, ah oui, j'apprends énormément. Comme je suis obligé de refaire ce qu'ils font, je l'éprouve et je vois l'intelligence de texte, de jeu, de profondeur de ce qu'ils font. Ouais. Tu m'as dit tout à l'heure que tu étais plus proche de la fin. Est-ce que c'est évidemment toi qui vas décider de la fin? Oh bah, malheureusement, on vieillit tous. Donc il y a un moment, je vais sucrer des fraises et puis je serai plus apte à lire une bande rythmo, à part en bavant. Mais tu veux quand même aller jusqu'au bout du bout. Il est hors de question que j'aille m'ennuyer dans une retraite pénible. Voilà. Mais je veux dire, mon métier, j'ai plus à le faire, j'ai plus à me faire connaître, j'ai plus à... C'est dans ce sens-là que je veux dire, quand t'es jeune comédien, personne te connaît, personne t'attend, donc t'es obligé de faire tes preuves, t'es obligé que les gens te découvrent, se disent « Ah, putain, il est intéressant, ben fais-le-moi venir. » etc. Aujourd'hui, je suis connu, entre guillemets, donc je n'ai pas ce besoin-là de reconnaissance qu'on a quand on débute, ce qui est normal. C'est dans ce sens-là où je dis je suis plus près de la fin. Mais non, j'ai encore plein de choses à faire et heureusement, et j'espère que les gens que je double vont durer et vont continuer à travailler sur de belles aventures comme ça pendant longtemps. Et j'espère moi aussi pouvoir continuer à tourner et à être sur scène encore pendant longtemps. Tu connais là les prochains films que tu vas faire? Absolument. Je viens de faire un gros, je sais pas si, est-ce que j'ai le droit d'en parler?
Voilà, c'est ça. C'était mon autre question. Le problème, c'est que maintenant, on est tenu par des NDA en permanence. Ah oui, je sais bien. Donc, je peux pas dire les choses que je fais, etc. Mais enfin, Bon, c'est grosse production américaine ou... Non, là, c'est un gros film d'animation qui va sortir à Noël. D'accord. Il y en a une autre, c'est une grosse série qui va sortir là en fin novembre, je crois, début décembre, avec Michael Fassbender. Et il y a un autre film avec Jude Law aussi que je viens de faire, qui est un très beau film de Ron Howard qui va sortir. En général, combien de temps ça prend de doubler un film de, on va dire, d'1h30, 2 heures? Alors, en général, un film cinéma à doubler entièrement, c'est entre une semaine et 10 jours. Et pour le rôle principal, suivant s'il parle beaucoup, si c'est plus ou moins, c'est entre un jour ou deux pour le rôle principal, quoi. D'accord. Alors, il y a une question que je pose à tout le monde, parce que je suis très curieuse de savoir. Si tu devais partager un repas avec 4 personnes, lesquelles tu inviterais et pourquoi? J'inviterais Brad, déjà, comme ça nous permettrait je l'attendais. Tant qu'à faire, on va pouvoir se parler un peu et se raconter des choses. J'inviterais, mais il y a des gens morts aussi que j'aimerais bien voir. Pas grave, tu peux. J'aimerais bien discuter avec des gens comme Lino Ventura, comme tous ces comédiens des années 70. Pourquoi? Parce qu'ils ont un charisme, ils ont quelque chose qui nous manque terriblement aujourd'hui, quoi. La classe. Ouais, quelque chose de l'ordre d'une évidence, pas trafiquée, simple, carré, les Gabins, tout ça. Donc j'aimerais bien discuter avec eux aussi. Je sais pas s'ils s'entendraient avec Brad, on va voir. Et puis j'aimerais bien inviter je dirais bien à Molière de venir aussi en même temps. Ouais. Pour qu'on puisse discuter un peu de sa vie et de tout ce qu'il a supporté et pourquoi il a écrit certaines choses. Pourquoi? Parce que ça t'a marqué quand tu as joué ces pièces-là? C'est-à-dire que Molière est tellement génial dans son écriture, tellement fou, précis. Enfin, toute cette époque-là des Racine, Molière, Corneille, quand on voit la qualité d'écriture du texte, aujourd'hui, personne n'est capable d'écrire ce qu'il faisait à l'époque. Pourquoi à l'époque il le faisait, aujourd'hui on le fait plus? Pourquoi cette qualité-là d'écriture, de texte, de rimes, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on en est incapable? J'aimerais bien savoir ça, ce qui s'est passé. Est-ce que c'est le fait que notre éducation soit vraiment tellement à la ramasse qu'on est incapable aujourd'hui de fournir des auteurs qui soient capables de faire ce qu'ils écrivaient à l'époque? Ça me pose une vraie question. Et à lui, ce serait quoi ta première question que tu lui poserais à lui? Je voudrais lui demander exactement qu'il me retrace son parcours, parce que lui, c'est quand même énorme. Il vient de Pézenas, paysan, fils d'artisan, et il se retrouve comédien du roi, quoi. Donc, c'est pas un petit parcours. Donc, d'où est venu ce feu qui l'a mené à conduire cette troupe jusque-là, à grandir comme ça, de façon à devenir incontournable et être le plus grand comédien et le plus grand auteur français, en étant parti de Pézenas, d'un petit bourg du sud de la France, qui a priori n'avait aucune raison de le mener jusque-là, quoi. Donc ça, on fera un podcast avec Molière et je lui demanderai, parce que ça aussi c'est un bon parcours, et savoir tout ce qu'il a fait et d'où il vient. Ça, et puis peut-être un scientifique aussi, parce que ça m'intéresse. Un Einstein ou quelqu'un comme ça. Ouais, et à lui, tu lui poserais quoi, Einstein? Je lui demanderais d'où viennent ses inspirations et sa conception de l'univers, autre que mathématique, j'entends. Parce que je sais qu'il avait une conception de l'univers évidemment cartésienne, mais aussi beaucoup plus spirituelle. Donc j'aimerais bien avoir son avis là-dessus, sur comment il envisage l'univers, Dieu, l'infini, etc. La spiritualité, c'est quelque chose qui t'attire ou que tu... Ouais. Qui m'est indispensable. Ah oui? Ça fait partie, je crois, de mon métier, justement. Je crois qu'on a cette chance-là de toucher à quelque chose, pas de divin, mais de sublime quand on pratique ce métier, quand on est sur scène. On a une sorte de connexion un peu hypnotique, un peu transcendantale, où on touche, à un très petit niveau, mais où on touche sans doute ce que des chamans ou des choses comme ça peuvent explorer. Et donc ça me fascine, la spiritualité, les énergies, l'univers, ce qu'il y a autour. Tu fais attention à ça. Ouais. Méditation aussi. Si tu as besoin de te concentrer, tu as besoin de quelques minutes
pour te concentrer, que ce soit avant de commencer à doubler un film ou avant de rentrer sur scène au théâtre? J'ai pas besoin tout d'un coup de dire « taisez-vous, s'il vous plaît, je suis en concentration ». Je le suis naturellement. À partir du moment où, en me levant le matin, je sais que je vais faire ça. Ma concentration, elle commence bien avant, et quand je sais que je vais jouer au théâtre le soir, je suis déjà dans une conscience de ce qui va se passer. Donc voilà, et je peux très bien déconner, je sais que je suis concentré. D'accord. T'as pas des petits gris-gris avant où tu fais des petits trucs Je suis très simple. C'est bien la simplicité. Je fais pas tout le tralala des comédiens, des machins. Me mettre de l'encens, me mettre des bougies. Non, il faut que je rentre en moi, il faut que... Non. Les chakras. Là. Soyons simples, on est heureux, on s'amuse, on est dans une cour d'école, on fait du bonheur, on rend heureux les gens et nous aussi, donc tout va bien. Ouais, c'est ça qu'il faudrait retenir. Est-ce que tu as conscience quand même que tu vas finalement laisser une trace c'est ce que je me suis dit, justement, depuis peu de temps, puisque j'ai maintenant, c'est ce que je te disais, des retours des gens qui ont vu des films. Et c'est pas moi qui laisse la trace, c'est ces films-là. Mais comme j'ai eu la chance d'y participer, indirectement, je vais laisser cette trace-là. Et ça, c'est un vrai bonheur de savoir ça. Parce que souvent, c'est une grande angoisse métaphysique qu'on dit, mais je nais, je meurs, et qu'est-ce qui se passe, quoi? Oui. Quelle trace on laisse? De qui se souvient-on d'il y a 100 ans, d'il y a 150 ans? Tous ces gens disparus, il n'y a que quelques personnes dont on se souvienne. Et donc ça je sais que ça m'angoissait beaucoup enfant. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que il se passe quelque chose, que je puisse... Alors, on va se souvenir de moi 10, 15 ans, 20 ans peut-être, mais pas plus. Et c'est pas grave. Maintenant, j'ai dépassé ça. Mais je vois que je laisse une trace malgré tout sur des personnes qui ont vécu juste après moi dans cette génération-là. Ça, c'est bien. Tes petits-enfants, ils ont regardé les films que je sais pas quel âge ils ont, mais est-ce qu'ils sont en Mes âge filles, elles ont 13 et 15 les dernières. Non, elles en ont rien à foutre. C'est souvent ça, les enfants. Hein. Elles viennent me voir quand je suis sur scène, elles aiment bien. Mais à la télé, déjà, j'en tourne plus beaucoup moins qu'avant. Et non, elles regardent très peu. Le mot de la fin, comment tu te sens là, tout de suite, maintenant? Voyager un peu partout à travers ton parcours. Très bien, je suis ravi. J'aime bien cette petite introspection, c'était délicieux. Super. Écoute, en tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. C'était passionnant pour moi. J'aime bien savoir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de personnalités comme toi, hein, qui sont des figures du cinéma, de la télé, du doublage. Comme je disais, on vous voit, voilà. Tout va bien, c'est fantastique, vous faites un métier artistique que vous adorez, ça a été votre rêve et vous le réalisez, mais il y a aussi des petits challenges de vie. Tu vois, tu disais, tu es quelqu'un d'angoissé, faut traverser un petit peu tout ça et puis naviguer avec tout ça à travers son parcours. Et je trouve que c'est inspirant, c'est enrichissant, donc merci de l'avoir partagé. Avec nous, on se retrouve pour une prochaine interview, un prochain invité bientôt. Je vous remercie d'avoir être nombreux à vous être abonnés à cette chaîne. N'oubliez pas, où que vous soyez dans le monde, prenez soin de vous et prenez soin aussi des autres. Je vous embrasse. Merci Jean-Pierre. Et merci Audrey. À bientôt à tous. Je vais raccrocher ce téléphone et ensuite je montrerai à tous ces gens ce que vous ne voulez pas qu'ils voient. Je leur ferai voir un monde sans vous. Un monde sans loi ni contrôle, sans limite ni frontières. Un monde où tout est possible.